Et c'est parti pour euh, cette deuxième conférence de l'après-midi du Content Summit 2021 organisée par PlayPlay. Dans cette session, on va parler de podcast avec Mathieu Stéphanie. Salut Mathieu. Salut Thibaut. Avant de se lancer, je vais juste rappeler très rapidement quelques éléments sur PlayPlay. Qui on est PlayPlay? On est une start-up française, on est 80 collaborateurs aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait? On développe un outil de création vidéo à destination des entreprises. Et dans ces entreprises, des équipes comme marketing, réseaux sociaux, tous les gens qui finalement ont besoin de créer du contenu, de nourrir des communautés avec de la vidéo et qui n'ont pas forcément des compétences techniques de montage. Avec PlayPlay, vous pouvez faire des interviews, on en a parlé ce matin, c'est un format en forte croissance, vous pouvez faire des vidéos à la brute, vous pouvez faire des stories, vous pouvez même faire des promos de podcasts, on va en parler, et tout ça de manière ultra simplifiée et autonome. Et j'en finis sur la petite promo pour vous dire que, évidemment, vous pouvez tester PlayPlay gratuitement en visitant playplay.com. Euh, on va attaquer, Mathieu, pour te présenter rapidement, toi tu es le cofondateur de l'agence Cosa Vostra et tu es surtout un visage maintenant connu du monde du podcast. Tu as lancé Génération Do It Yourself qui est devenu en quelques années le premier podcast business en France. Et avec Cosa Vostra, vous avez lancé d'autres podcasts, donc tu peux peut-être dire un mot. Tu fais figure des gens qui connaissent très très bien ce sujet, en plus d'être un passionné. Donc je suis ravi de t'accueillir. Est-ce que tu veux nous dire un ou deux mots sur toi et Cosa Vostra? Si tu me permets, je vais commencer par une blague de merde, mais justement, je suis pas un visage connu puisque je ne suis qu'une voix. Euh, mais, oui, oui, donc je suis Mathieu Stéphanie, je suis entrepreneur depuis 2005. J'ai eu la chance de te connaître en 2012, 2013, quand tu étais avant PlayPlay chez Eurosport, et j'en garde de très bons souvenirs. Et aujourd'hui, en effet, je dirige une agence digitale, Cosa Vostra, que vous apercevez ici pour les bureaux parisiens. Et puis, on est aussi à Londres, à Bordeaux, à Tunis. On a plusieurs métiers dans le digital, du conseil au dev, design et tout ce qui est production de contenu, en effet, pour pas mal de clients. On y reviendra peut-être. Et aujourd'hui, en effet, paradoxalement, ça m'est un peu tombé dessus comme Obélix, mais je suis plus connu pour mes podcasts, La Martingale et Génération Do It Yourself, que pour mes talents d'entrepreneur que je travaille depuis plus longtemps. Mais voilà, j'ai cette chance incroyable d'avoir commencé tôt et puis persévéré et je me régale, voilà, en particulier sur Génération Do It Yourself, mais aussi sur La Martingale, les finances perso. Ouais. Top. Alors, dites-nous dans le chat si le son est bon. Je crois que le son n'est pas dingue chez moi, mais à la limite, moi, je vais juste poser des questions. Si je crois que chez Mathieu, le son est bon, dites-nous. Première question, Mathieu, on va reprendre finalement la question de la conférence. Euh, Pourquoi il faut se lancer dans le podcast en 2021, en particulier quand on est une entreprise? Alors, est-ce qu'il faut se lancer? Je ne sais pas. En tout cas, si on a envie, il ne faut pas se priver. C'est surtout, je pense, le moment est vraiment opportun. Il n'est pas du tout trop tard. On est encore au tout début. On est aux alentours de 10% des Français qui écoutent des podcasts. Chez les Américains, on est plutôt à 25-30. Donc, on a encore un fois 3 à faire. Donc, si on se lance maintenant et qu'on fait les choses bien, au moins, ce qu'on fait de pourri au début, eh ben, ce sera un peu caché puisque personne n'entendra trop. Et puis, ce qui sera bien fait sera un moment où il y aura beaucoup plus de monde. Voilà, c'est un média qui est très intéressant parce que euh, moi, ce que j'y trouve, en tout cas en ce qui me concerne, c'est qu'après des années de réseaux sociaux où on essaye de faire des contenus qui sont ultra réduits, souvent réduits à de la forme, avec beaucoup de filtres, eh bien, on passe enfin à des contenus qui sont longue forme, avec du fond et sans filtre, souvent. Donc, c'est presque, tu vois, c'est paradoxalement opposé presque à tout ce qu'on nous a dit de faire depuis 15 ou 20 ans. Des vidéos YouTube de 4 minutes 32 maximum, parce qu'à la 4 minutes, à la 33e seconde de la 4e minute, ça drop, enfin, tu vois. Et donc, du coup, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a encore assez peu de podcasts, je vais arrêter de dire paradoxalement, assez peu de podcasts et il y a de la place pour tout le monde.
Super. Et du coup, pour réagir sur ce que tu dis, est-ce que ça veut dire que finalement, dans le podcast, le format est beaucoup plus libre? Je m'étais posé une question sur est-ce qu'il faut faire un format court, est-ce qu'il faut faire un format long? On voit des podcasts de 10 minutes et certains de 2 heures. C'est quoi un peu toi ton sentiment? C'est très large. Si on prend finalement un des plus gros podcasts français, Chose à savoir, c'est un podcast quotidien de 3 minutes qui va expliquer des choses à savoir tous les jours et qui est un super podcast. Donc, il fait des volumes d'audience énormes, évidemment, puisque c'est tous les jours un contenu très court. Après, en termes d'impact, est-ce que c'est pas exactement la même chose qu'un Génération Do It Yourself sur lequel moi, j'hésite pas à faire des épisodes de 3 heures. En ce qui me concerne, moi, je vais chercher du fond, donc j'aime les podcasts longs. Je pense que contrairement on est revenu un peu à ces problématiques d'écran, contrairement à la vidéo ou au texte, le podcast, ça peut s'écouter en faisant de la course à pied, de la cuisine, du ménage, du scooter, du vélo, voilà. Et donc, du coup, ça peut durer plus longtemps. Donc, je pense qu'il ne faut pas, en tout cas, se mettre trop de contraintes et se dire, je veux que ça dure 2 minutes 52. Il faut juste se dire, je veux faire du contenu intéressant. Si on se dit que je veux faire des contenus plutôt de 20 minutes, plutôt d'une heure, il y a beaucoup de gens qui trouvent que Génération Do It Yourself, c'est trop long. Et je le comprends et j'en conviens, c'est long, quoi. Moi, j'écoute des podcasts de 4h40 et je trouve qu'ils sont géniaux. Pas les miens, hein, je parle d'autres podcasts, j'ai un peu d'humilité quand même. Et du coup, voilà, je peux comprendre, il y a des gens qui écoutent pas ça, mais ça s'écoute aussi comme un roman. On le prend, on le referme, on le rouvre, on l'arrête, etc., etc. Donc, je crois qu'il faut vraiment être en mode radio libre et se dire, je me décomplexe, je fais ce que je veux. Ok. Du moment que le contenu est bon. Ouais, je comprends. C'est aussi ce qu'on disait ce matin. Il y a plein de techniques pour aller taquiner l'algorithme, mais au final, un bon contenu, c'est toujours celui qui marche le mieux. La question que je voulais poser tout simplement pour des entreprises, c'est quels sont les objectifs qu'elles peuvent se fixer et qu'est-ce qu'elles peuvent espérer finalement de lancer un podcast. On va en parler après, c'est quand même du boulot. Au final, à quoi ça peut servir? Tu me permets de rebondir sur une remarque au passage que j'ai vu passer de quelqu'un, je crois que c'est Estelle qui dit que les plus longs sont aussi très intéressants, enfin, ou quelqu'un d'autre. Mais il se trouve qu'en l'occurrence, dans mon top 5, j'ai 2 épisodes de 3h2, 3h4, 3h5. Enfin, les plus de 3 heures font parmi le plus grand nombre d'écoutes. Donc, comme quoi, c'est intéressant hein, comme statistique. Pour revenir à ta question, moi, j'ai commencé Génération Do It Yourself en plus de mon travail et de mon rôle de père de famille et mari aimant et de pote et de sportif et de tout ce que tu veux. Donc, j'avais pas une case temps énorme parce que c'était vraiment un projet très perso. Donc, du coup, je me suis dit, je veux faire ça en moins d'une demi-journée par semaine. Donc, si tu prends les 50 premiers épisodes, j'ai tout fait tout seul, sans aide. Avec moins d'une demi-journée par semaine qui comprenait la recherche de l'invité, l'enregistrement, l'editing, donc titre, chapeau, sous-titres, la distribution sur Internet et les réseaux sociaux. Donc j'étais vraiment en mode très, frugal, quoi, dans une approche très Tim Ferriss pour un podcasteur connu aux États-Unis. Voilà, je prends tout. Mais je suis aidé par, du coup, j'ai dû me forcer à faire quelque chose qui m'aide aujourd'hui, qui est de dire, je livre tout en un bloc. J'appuie 2 fois, là, tu vois, j'ai mon enregistreur, ça c'est un zoom, j'ai un petit bouton ici, j'appuie une fois sur le petit bouton au début du podcast, j'appuie une deuxième fois à la fin du podcast et je mets tout en ligne. Et donc, du coup, c'est intéressant. Je vois quelqu'un qui dit les podcasts de 3 heures ou plus sont souvent écoutés en plusieurs fois, mais moi, ça fait pas 3 fois plus d'écoute ou 10 fois plus d'écoute si on l'écoute en plusieurs fois. C'est toujours la même écoute qui est reprise, pardon. Mais voilà, donc du coup, tu peux être très, très rationnel. Et l'ennemi du podcast, quand même, c'est la production. Je pense que c'est un podcast sur lequel on peut être vraiment très rationnel. J'ai plein de podcasteurs que j'aime, que j'admire, etc., mais qui s'embarquent dans des tunnels de production où chaque épisode leur demande 2 jours de travail. Et ça, en fait, quand tu es, en tout cas dans mon cas,
c'est pas possible. Donc, il faut pas hésiter à se dire, on est imparfait. C'est aussi une leçon d'humilité. Faut pas hésiter à avoir des moments où tu vas avoir ta voix qui fait où tu cherches une phrase, etc. Il y a des moments où je m'écoute, je me trouve très mauvais. Il y a des moments où je suis effectivement très mauvais. Et ben c'est pas grave. Tu sais quoi, c'est authentique et c'est très différent. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le sans filtre par rapport à Instagram. On n'est pas dans un truc qui est très très filtré. On est vraiment dans une approche différente. Ok. Chez Cosa Nostra, vous travaillez avec des marques et des entreprises. Pourquoi elles viennent vous voir? Pourquoi elles veulent lancer un podcast en fait? Est-ce qu'elles veulent vendre? Est-ce qu'on peut vendre des produits en lançant un podcast? Est-ce qu'au contraire, c'est plus indirect, on va aller travailler à la notoriété? Quels peuvent être les bénéfices pour une marque de lancer un podcast? On est plus proche d'une stratégie de référencement naturel, tu vois, de SEO, du contenu sur le long terme. C'est-à-dire que si je t'aide à lancer un podcast pour ta boîte et que tu espères dans les 3 premiers épisodes être un retour sur investissement, faut oublier tout de suite. On est vraiment sur quelque chose qui est long format, profond, long terme, ça reste. Faut pas essayer d'aller chercher quelque chose où c'est un peu l'opposé de l'AdWords, quoi, qui est pour moi très bien, mais c'est de la perfusion, quoi, c'est du stéroïde. Là, on est vraiment sur quelque chose où, en fait, petit à petit, tu construis ton audience. Donc, il faut généralement 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois avant de vraiment avoir construit quelque chose. Donc, beaucoup d'épisodes, c'est un investissement important. Mais une fois que c'est fait, tu as une résilience, tu vois, une traînée qui est très importante et donc tu peux continuer, tu vas déjà profiter de tes premiers épisodes qui vont toujours faire des écoutes et en plus les derniers avec beaucoup d'abonnés vont te permettre d'avoir plus d'impact. Une inertie, je cherchais le mot. Et après, il y a beaucoup de choses à travailler, hein. On verra sur le pourquoi tu le fais et voilà. Mais il y a aussi une quête, je pense, de sens. Alors, il faut bien le faire. Encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de filtré, on est sur quelque chose de beaucoup plus authentique. Donc, il faut travailler un tout petit peu plus au début. Une fois que tout ça est bien travaillé, tu vas avoir un podcast qui va répondre à des tas de choses pour ton audience, tes clients, trouver de nouveaux clients. Moi, en ce qui me concerne, en tout cas, pour répondre indirectement à ta question, pour Cosa Vostra, ça dépasse tout ce qu'on espérait. En fait, d'ailleurs, je pourrais même te dire tout ce que j'espérais pas parce que je l'ai pas vraiment lancé pour ça au début. Je l'ai lancé pour moi, ce podcast. Mais aujourd'hui, on a plein de podcasts chez Cosa Vostra qui cartonnent et qui nous apportent énormément de business parce que les gens qui viennent vers nous, s'ils écoutent mon podcast ou nos podcasts, ils savent qu'on est des passionnés, qu'on est authentiques, qu'on n'est pas des margoulins, qu'on adore notre métier, qu'on recrute des gens qui sont super, qu'on traite bien nos collaborateurs, qu'on traite bien nos clients. Tu vois, on s'est acheté une sorte de street cred, quoi. Donc, c'est hyper important et c'est très, très puissant, très profond. Okay. Est-ce que ça veut dire que, quand même, le thème du podcast, ce que je vais raconter potentiellement pendant des années, doit être lié à mon activité? Si je suis une société d'assurance, est-ce qu'il est logique de lancer un podcast qui va parler d'assurance? Ou est-ce qu'au contraire, je peux me permettre d'aller sur d'autres thématiques et dans ce cas-là, peut-être que mon audience va être moins quali? Comment tu peux nous aider là-dessus? Alors, faut surtout pas tomber dans le piège tu vois, si j'avais voulu faire un podcast Cosa Vostra, j'aurais fait un podcast sur les agences digitales. Ça aurait vraiment, vraiment été une catastrophe, intéressé personne. Donc ça, nous, on fait vraiment très attention avec nos clients à travailler justement le mission statement. Quelle est ma mission? Pourquoi je suis là? Quelle est en tant qu'entreprise, en tant que marque? Et les personas. Qui sont mes clients? Qui sont les personnes que je veux toucher? Et pourquoi et comment? Et donc, du coup, une fois que tu te lances là-dessus et que tu as bien compris tout ça, tu vas aller parler à tes personas sur des sujets qui sont pas l'assurance, si ton métier, c'est d'être un assureur. Parce que je pense que les personnes, tout le monde s'en fout du backstage de l'assureur, en vrai, et de la vie de l'assureur. Ça peut intéresser sur un podcast interne, mais pas sur un podcast pour des auditeurs lambda. Donc, si toi, tu es assureur, par exemple, pour des entrepreneurs, et que tu t'appelles, je sais pas moi, Iscox, par exemple, et que tu fais de la responsabilité civile professionnelle, ben moi, je te dirais, va plutôt, en effet, créer un podcast
pour les entrepreneurs, pour leur apprendre quelque chose qui va les intéresser. Si tu es un assureur auto, après, est-ce que si tu vas chercher sur de l'auto de luxe, tu vas faire un podcast sur les voitures de collection ou sur des choses comme ça, des collectionneurs, j'en sais rien. En tout cas, voilà, il faut vraiment chercher tout ça à chaque client. On va trouver quelque chose de différent. Nous, on travaille par exemple en ce moment pour Tagueur. On va travailler sur justement les valeurs profondes de Tagueur. The Edge, l'idée, c'est typiquement sur The Edge, on travaille. Alors, on a un webzine qui est en ligne déjà, mais on va travailler ce moment avec, je crois qu'un premier épisode, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, avec un acteur très très connu, et on va travailler ces moments où en fait, tu étais au bord du précipice, the edge, tu vois, pushing the limits, c'est un peu l'idée de se dire en gros, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas sombré, pourquoi je suis pas tombé de l'autre côté, et comment j'ai utilisé ce moment comme un vrai piédestal ou un vrai support, je sais pas, ressort pour ma carrière, pour avancer, quoi. Et donc, du coup, voilà, Club Funding, avec, j'en parlais tout à l'heure, avec un podcast qu'on a lancé qui est super, et Paper Club. Et eux, en l'occurrence, ils nous disaient récemment, avec Paper Club, ils vont contredire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en 3 épisodes, ils sont déjà revenus sur leurs investissements, parce qu'ils ont eu pas mal d'investissements déjà sur Club Funding grâce à leur podcast. Je ne le vendrai pas à un client comme ça, généralement. Ok. Alors là, j'ai essayé une tentative de casque. J'espère que vous m'entendez mieux. C'est pas beaucoup mieux. C'est peut-être ma voix. Je peux me poser des questions moi-même, hein, si tu veux. Écoute, je vais essayer de continuer quand même. Tu as parlé d'un invité très célèbre qui est arrivé dans le podcast The Edge. Justement, les invités, on sait que c'est un angle important dans les podcasts. Est-ce que toi, tu recommandes en effet d'avoir des invités? Comment tu attires des invités célèbres ou en communauté? Alors, évidemment, au début, tu lances un podcast, généralement, tu es personne, pas grand monde, et puis tu vas chercher à toucher. Alors, si le podcast, c'est un podcast de talk, hein, mais c'est quand même, quand tu regardes les classements de podcasts, c'est quand même ceux qui fonctionnent le mieux. Donc, et au moins, tu n'as pas inventé l'eau tiède à chaque fois. Voilà. Mais je prends une de mes jeunes collègues, Léa, qui a lancé son podcast sur la pâtisserie. Et en fait, tu vas aller demander à des gens de parler d'eux-mêmes. Et elle a une passion pour la pâtisserie. Elle est allée voir Nina Métayer, par exemple, ou Nicolas Paciello. Et ces 2 premiers épisodes sont des pâtissiers hyper connus qui étaient, pour elle, des idoles, quoi. Donc, elle a la chance de pouvoir, grâce à une excuse qui est un micro et un enregistreur, aller enregistrer avec des idoles sur un podcast et se lancer. Donc, voilà, faut essayer. Après, moi, j'essaye tous les jours d'avoir, je sais pas moi, Zinedine Zidane, Daft Punk, Jean-Michel Aulas, Virginie Efira et des gens comme ça que je voudrais avoir sur mon podcast. Et j'y arrive moins facilement que évidemment moi, je suis beaucoup sur les start-upers, donc ça pour moi c'est mon terrain de prédilection, mais j'aime bien en sortir aussi pour aller chercher justement tu vois, mon fond de commerce, c'est de dire on est la moyenne des personnes qu'on fréquente, et si tu fréquentes que les mêmes typologies de personnes, tu vas être la moyenne de toi-même, quoi. Donc il faut essayer d'aller en chercher en dehors, chez des artistes, des sportifs, et c'est pas simple, et je me prends des vents ou des gens qui répondent pas, mais c'est pas grave en fait, tu vois. Une fois de temps en temps, tu as un Yannick Noah qui te dit oui, et puis tu vas avoir je sais pas moi, Joël Dicker, Bernard Werber, voilà. Donc, tu vois, j'essaie d'avoir JR aussi, le photographe. Enfin, voilà. Il faut juste essayer, et puis, enfin, c'est comme un sales, quoi. Hein, tu vois, le soir où j'ai, dans la même soirée, écrit à Jacques-Antoine Grandjean, Pierre Kosciusko-Morizet et Marc Simoncini, les 3 m'ont dit oui 10 minutes après, quoi. Top. Désolé pour le son. Je ne sais pas comment je vais l'améliorer. Je vais faire des questions très courtes. Parle-nous de la génération d'audience. Tu peux avoir un podcast incroyable, mais personne ne l'écoute. Comment faire pour avoir de l'audience? Évidemment, ça prend du temps, mais néanmoins, est-ce qu'il y a des techniques pour avoir une base rapide d'audience? C'est ce que tu as dit, c'est le temps. Moi, je reste persuadé que si tu as un podcast incroyable et que tu en fais beaucoup,
au fur et à mesure, notamment grâce potentiellement à la notoriété de tes invités qui vont relayer sur leurs réseaux sociaux à eux, au fur et à mesure, tu finiras par percer. Mais vraiment, la seule vérité, c'est le temps, quoi. Et je crois qu'il y avait des statistiques il y a quelques mois, en tout cas, qui sortaient sur le nombre de podcasts. En moyenne, je crois qu'un podcast durait 6 ou 7 épisodes. Moi, je dis à tous les gens qui viennent nous voir, rentre pas dans le game du podcast si c'est pour en faire moins de 30, quoi. Ça sert à rien. Il n'y aura pas de retour sur investissement, ça sert à rien. Donc 30 épisodes, mais idéalement même une année, un hebdomadaire, ça fait plutôt 50, tu vois. Et donc du coup, au bout d'un moment, tu vas tourner, tu vas progresser. Au début, tes épisodes, ils sont moins bien. Et puis petit à petit, tu vas être découvert, épisode après épisode. Les gens vont remonter dans tes anciens épisodes. Alors évidemment, si tu as un podcast qui est chaud, qui est sur de l'actu, un épisode qui a 2 mois, il vaut plus rien. Moi, je suis sur des épisodes où si tu écoutes mon premier épisode qui va avoir 4 ans, honnêtement, il est toujours valable dans 90% des sujets évoqués, quoi. Donc, du coup, ça marche bien sur cette typologie de contenu. Mais je pense que c'est une des choses très importantes. L'autre clé qu'on a trouvée avec pas mal d'autres podcasteurs, c'est ce que tu vas appeler la cross-promo. Tu vas chercher des podcasts qui sont dans ton univers. Et puis, souvent, au début, comme tu n'as pas de sponsor, et ben, tu vas aller chercher chez d'autres podcasteurs des messages au début du podcast pour dire tiens, je voudrais te parler de la leçon de Pauline Grisonelli, qui est un super podcast. Je voudrais te parler de Bliss de Clémentine Gallet. Je voudrais te parler du panier de Laurent Kretz, etc. Et puis donc lui il va faire pareil. Tu fais un donné pour un rendu. Et ça marche bien parce que il n'y a jamais autant d'auditeurs de podcasteurs que sur un autre podcast. Et la découvrabilité du média est difficile. Ce qu'il faut en revanche, que ce soit sur les podcasts que tu recommandes, comme sur les sponsors que tu as, c'est d'être vraiment droit dans tes bottes. C'est de recommander les podcasts que tu adores. Recommander un podcast pourri que tu n'aimes pas avec quelqu'un que tu n'aimes pas, ça sert à rien. Et c'est pareil pour mes sponsors. Moi, je fais très attention. J'ai aujourd'hui pas mal de sponsors. Je monétise mon podcast et je prends que des sponsors. J'en refuse plus que j'en accepte, quoi. Je prends que des sponsors que j'aime, mais énormément, que j'utilise, que j'essaye au moins au bas mot, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant, je pense, dans ce média qui est, encore une fois, le média de l'authenticité aussi, je pense. Top. Une question sur les podcasts internes. Chez Blablacar, on l'a vu, il y a pas mal d'entreprises qui se mettent à faire des podcasts en interne. Est-ce que toi, tu penses que c'est aussi un bon médium pour s'adresser par exemple à ses salariés, pour former des sales? Est-ce que tu vois cette tendance également? Oui, tout à fait. Nous, on a fait des podcasts alors pour pas mal de boîtes, dont Google, notamment en interne, et un certain nombre d'autres gros acteurs de la tech internationaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se rappeler que la lecture, c'est quand même quelque chose de plus fatigant et pas forcément de moins natif, quoi. Tu ne nais pas avec tu vois, le savoir de lire, quoi. En fait, tu apprends à lire plus tard, alors que finalement l'audio, c'est quelque chose que tu appréhendes tout seul dans ton environnement, avec des gens qui parlent autour de toi, avec des oiseaux qui chantent, avec des choses comme ça. Donc l'audio est beaucoup moins fatigant. Donc tu es quand même sur quelque chose de plus accessible déjà, c'est-à-dire que si tu veux avoir un contenu un peu long, formateur, le lire, voilà, tu vas évidemment avoir la vidéo qui est facile aussi, mais là encore une fois, tu vas avoir aussi le temps d'attention. Tu parles de commerciaux typiquement, il y a des commerciaux qui font beaucoup de trajets en voiture, tu peux leur proposer des contenus à la fois intéressants, ludiques et qui vont leur apprendre des choses sur l'histoire de ta société, de tel client, qui vont les former à de la vente, à de la psychologie, à leur ouvrir l'esprit sur plein de choses. Et c'est là où c'est fantastique. Donc oui, il y a énormément d'opportunités sur les podcasts internes. Alors là, on va chercher généralement des audiences qui sont plutôt en dizaines ou en centaines. Mais c'est pas grave parce que c'est un média qui est très frugal aussi. C'est-à-dire qu'un podcast comme ça, contrairement à la vidéo qui demande potentiellement du maquillage, un studio, un fond vert, etc., etc., là, on est sur quelque chose qui peut vraiment juste nécessiter 2 micros et quelque chose de très simple, quoi. Donc j'y crois très fort, en effet. Transition parfaite, puisqu'il y a beaucoup de questions sur le matériel et les plateformes. Est-ce que, en quelques phrases, tu peux nous donner des conseils sur comment se lancer à la fois sur le matériel, micro, casque, épaule, les budgets, les meilleurs, et ensuite les plateformes de diffusion. C'est là où je te tacle. C'est là où je te tacle sur la qualité sonore, c'est ça, Thibaut? Tu me tends une perche, je la prends. Donc voilà, oui, il faut pas trop lésiner. J'ai vu une question passer tout à l'heure sur est-ce qu'on peut le faire avec un iPhone, etc. Il se trouve que l'iPhone a un filtre son à l'entrée qui peut être pas mal. Il y a des applications qui permettent de faire ça.
c'est OK, mais il n'y a pas de très gros podcasts à très gros succès qui cartonnent comme ça. Donc, il faut essayer de trouver ce que j'ai montré là, un Zoom. L'investissement, on va dire minimum du minimum. Si tu achètes du matériel d'occasion, tu vas pouvoir trouver quelque chose entre 150 et 200 euros. Mais c'est pas très, très cher. On peut tendre une perche bien vue quand on parle de prise de son. Merci, Anna. Et donc, du coup… voilà, tu peux faire quand même des choses. Ça reste encore un média assez frugal là-dessus, mais la qualité du son, on peut pas trop négocier là-dessus. Alors, ce qui est hyper embêtant quand on est confiné, etc., c'est qu'évidemment, tu vois, nous, on va jusqu'à pousser à envoyer des micros à des invités pour être certain qu'ils aient une qualité sonore suffisante, avec un environnement bien. Mais on peut faire, vous voyez, sur Amazon, je vais les mettre en avant, ou ailleurs d'ailleurs, mais des micros qui s'appellent Fifine, ça commande, je crois, à 35, 30, 40 euros. On commence à avoir du matériel qui descend en termes de prix. C'est pas aussi bien que ce dont je parle. Mais voilà, si vous tapez matériel podcast sur Google, je crois qu'en deuxième, troisième, vous tomberez sur un article que j'ai posté. Avec tout le matériel que j'utilise, je vais le mettre à jour prochainement. Mais c'est quasiment le même depuis 4 ans. Hein, donc, je parle en ce qui me concerne, sur mon matos, c'est 400-500 euros d'investissement maximum. Donc, quand on veut se lancer un peu sérieusement, et comme je le disais, il ne faut pas se lancer pour 4 épisodes, bah, finalement, ça ne coûte pas très cher à l'épisode, quoi. Et Zencastr, je vois ça en effet pour enregistrer à distance, c'est fantastique, ouais. Ouais, alors je vois beaucoup de questions sur les hébergeurs Ocha ou encore. Ocha, encore, c'est super pour monter aussi sur iPhone. On le dit, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Tu as Ocha, tu as différents. Je cherche les autres. Moi, je suis sur une plateforme qui s'appelle Art19, ART19, mais qui est vraiment plus pour les pros. Voilà, je mets tout ça dans ce post sur la production de podcast. Donc voilà, voilà, je le vois, matériel podcast, Cynthia qui le poste. Merci beaucoup. Pour insister encore un peu sur la distribution, est-ce que tu estimes qu'un podcast doit venir avec un marketing du podcast? Est-ce qu'une équipe va créer un contenu et ensuite elle doit peut-être faire de la publicité, investir, faire du SEO, des choses comme ça, ou pas forcément? Oui, clairement. Enfin, oui, à terme. Mais d'abord, créer 10, 15, 20 épisodes, en fait. Moi, j'insiste, que ce soit pour nos clients, pour mes amis, pour tous les gens que je peux conseiller, dire en fait, mais lance ton prochain épisode dans 10 jours, dans ton premier épisode, maintenant, tout de suite, vite. Parce qu'en fait, on peut tourner autour de tout ça pendant des semaines. C'est jamais suffisant. On a eu des clients, on parle de 6, 8, 10, 12 mois de travail pour sortir le premier épisode. Il faut pas faire ça. Il faut vraiment être sur quelque chose où, moi, quand j'ai acheté mon matos en janvier 2017, je me suis dit, il n'y avait rien sur Internet, en anglais un petit peu, tu trouvais des choses, et je me suis dit, je me donne un mois pour le lancer. Et un mois après, j'avais 3 épisodes enregistrés. J'ai lancé le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Mais il faut vraiment y aller, il faut le faire, quoi. Tu vois, tu es vraiment dans la culture du do it, quoi. Et ça, c'est hyper important parce que sinon, moi, j'avais pas de logo, j'avais pas de site Internet, j'avais rien, j'avais juste un podcast. Et sur les 2 premières années de génération do it yourself, j'avais pas de site Internet, alors que mon métier, c'est entre autres de faire des sites Internet, tu vois. Donc, et c'est pas grave, ça m'a pas empêché d'éclore, quoi. Donc, il faut produire et pas se mettre de barrière. Je pense que c'est le plus important. Top. Une dernière question, peut-être un peu plus perso, sur comment tu vois l'évolution un peu du podcast? Est-ce que toi, tu as une prédiction pour 2021 sur les formats, sur les thèmes, sur les plateformes? Alors, je pense qu'il y a beaucoup alors déjà de grandes marques, ça c'est sûr qu'ils vont s'y mettre. Il faut, je le redis, mais ne pas parler de la marque et de soi, c'est pas l'intérêt. Justement, c'est l'opposé. Je parle d'opposition avec les réseaux sociaux tradis, hein. On parle plutôt des autres et de sujets tiers. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Et aussi beaucoup de célébrités, à mon sens. On a vu les mouvements aux États-Unis, Snoop Dogg, Michelle Obama, etc., etc. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je suis surpris qu'il n'y en ait pas encore tant que ça en France. Je crois que ça vient, si mes infos sont bonnes, mais je croyais que ça venait aussi il y a 6 mois. La difficulté qu'ont beaucoup de célébrités, c'est justement que souvent ils sont habitués à des choses qui sont surproduites.
l'authenticité, c'est pas forcément le fond de commerce. Et donc, du coup, c'est pas si simple, sauf pour ceux qui sont habitués à faire du direct sur des radios, mais c'est pas si simple de se lancer comme ça parce qu'on veut effacer les imperfections, on veut effacer les mots, les moments où tu cherches tes mots, comme je l'ai fait tout à l'heure, etc. Et moi, en fait, je me dis qu'on s'en fout, mais c'est pas si simple, tu vois, en termes d'ego, d'accepter ça au début. Moi, à chaque fois que je me réécoute après 4 ans, je me trouve nul. Je vous remercie de pas confirmer ce que je dis trop parce que ça me fait du mal, mais, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça, quoi. Top. Merci beaucoup, Mathieu. Pardon, J'ai un pardon. mot. Voilà. Je dis un dernier truc, mais il va y avoir beaucoup d'éléments de créativité. Il y a plein de choses à faire. On est sur un format d'ultra liberté. Donc, en Allemagne, j'ai entendu des podcasts des concepts qui étaient, si tu dis le mot téléphone, le podcast s'arrête. Et je dis téléphone, mais à chaque mot était décidé, à chaque podcast était décidé un mot. Et donc, du coup, il y a des épisodes qui duraient 32 secondes et d'autres qui duraient 7 heures. Et tu vois, enfin, on peut faire des choses complètement flinguées de la tête en podcast. Et ça, il faut vraiment se lâcher. C'est le début, on est au tout début et on peut faire ce qu'on veut, quoi. Donc, comme on l'a vu sur YouTube il y a quelques années, comme on l'a vu sur Instagram, etc., faut se lâcher. C'est un média formidable. Moi, voilà, je vous le dis avec tout mon cœur. Le podcast a changé ma vie. Les groupes de podcasteurs dans lesquels je suis sur WhatsApp, etc., on est tous pareils. Et même des clients avec qui je déjeunais encore ce midi, du corporate, etc., qui se régalent à faire tout ça. Donc, vous forcez pas si vous le faites. Faites-le sur des sujets qui vous passionnent. Et vous allez voir, c'est un régal. Parce qu'en fait, la grande différence avec Insta, quand on te disait il faut que tu sois sur Insta, il faut que tu sois sur Twitter, il faut que tu sois sur… Voilà, encore une fois, c'est le fond et pas la forme. Et ça, chez les corporates, ça posait beaucoup de problèmes, chez les dirigeants notamment, d'aller se dire mais qu'est-ce que je vais raconter sur Insta? Mais sur les podcasts, ils savent quoi raconter parce qu'on parle de leur métier, on parle de leur passion. Tu es dans l'immobilier, tu es dans l'assurance, tu es dans tout ça. Tu vas aller voir des gens qui sont dans ton entourage, tu vas parler de leur métier, de leur passion. C'est facile en fait, c'est super cool. Donc allez-y. Merci beaucoup Mathieu pour cette déclaration d'amour au podcast. Malheureusement, cette conférence est un peu moins libre puisque la conférence d'après va commencer dans quelques secondes. Donc, je suis obligé de nous interrompre, mais c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Lancez-vous dans le podcast. C'est donc évidemment pas trop tard et il y a vraiment moyen de s'éclater. C'est ce qu'on a bien compris aujourd'hui. Pour ceux qui sont inscrits à la prochaine conférence, ça ne se passe pas ici. Vous devez sortir et rejoindre la conférence suivante. Mais abonnez-vous à Génération Do It Yourself, hein, c'est important. Et bien sûr, abonnez-vous à Génération Do It Yourself. Et la martingale qui est top. Salut à tous. Salut.